Bonjour, voici le cinquième volet de cette série de vidéos où j'expose les principaux problèmes politiques de la France en 2019. Si cette vidéo est la première de ma chaîne ou de cette série que vous découvrez, je vous invite à reprendre cette série à sa première vidéo. Les liens sont mentionnés en dessous du titre de la vidéo dans la description. Le seul résumé que je vous donnerai des vidéos précédentes est que le premier problème de notre pays est sa perte de souveraineté politique et économique, le deuxième est la fragmentation ethnique de la population causée par l'immigration de masse, le troisième problème est la crise écologique couplée à l'épuisement des ressources fossiles ou métalliques, et enfin, le quatrième sujet que j'ai abordé dans la précédente vidéo est la perte de notre outil industriel. Le cinquième et dernier problème que j'aborderai dans cette série est la précarité montante d'une partie de la population en France et le durcissement des relations sociales. Et j'indiquerai le contexte de la baisse de la croissance, voire même le fait que nous ayons une croissance économique nulle. Donc, nous sommes à une époque où on parle beaucoup du mouvement des Gilets jaunes, et il y a bien entendu un problème social en France. Il ne consiste pas nécessairement en une explosion des inégalités de revenus et de patrimoine. La France est, en comparant avec le reste du monde, un des pays les plus égalitaires du monde en termes de distribution des revenus, et les inégalités, si on les mesure par des indicateurs statistiques comme celui de Gini, l'indice de Gini, eh bien les inégalités en France n'ont pas autant augmenté ces 15 dernières années qu'aux USA ou en Allemagne. Par contre, il y a un effet social qui est dû à la fin de la croissance. Partout dans les pays développés, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, ou même en Asie orientale, au Japon, ou même aussi en Chine, les taux de croissance du revenu national par habitant, ce qu'on appelle aussi le PIB, produit intérieur brut par habitant, eh bien ces taux de croissance sont en diminution en tendance longue depuis les années 50. Et même pour des pays comme le Japon, on peut parler donc d'une diminution, d'une décélération de la croissance depuis les années 70, et pour la Chine, en fait, c'est depuis la fin des années 2000. Autrement dit, dans l'ensemble des pays développés, nous allons vers la croissance zéro, et on va sans doute y rester pour des années, voire des décennies, car la croissance est très liée à l'énergie disponible et à l'augmentation de notre consommation d'énergie. Pour retrouver une croissance comparable aux années 50 ou 60, il faudrait pouvoir exploiter facilement de grandes quantités d'énergie. Et il y en a dans l'univers et sur Terre, mais leur coût d'extraction devient de plus en plus élevé, à la fois en énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour extraire de l'énergie, et aussi en termes d'argent. Donc le coût économique augmente aussi pour extraire de l'énergie. En conséquence, pour pouvoir exploiter davantage d'énergie et relancer la croissance, il faudrait des révolutions technologiques. Or, une telle révolution technologique ne peut être prévue à l'avance, et si elle se produisait, vu que la France est en situation de désindustrialisation, comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il y aurait fort peu de chances que notre pays soit en pointe dans cette révolution malheureusement. Notre pays serait probablement dépendant des pays ou des entreprises privées qui feraient ces développements technologiques. Les conséquences de la croissance nulle, ou du moins de la croissance très faible, sur les questions sociales sont particulièrement lourdes. Je vais vous donner un exemple concernant la réduction des inégalités. Si on veut réduire les inégalités, il est largement préférable d'avoir de la croissance économique. Donc il est largement préférable d'avoir une croissance du revenu national et de chaque individu en moyenne si on veut faire de la réduction d'inégalités par la hausse des salaires ou la redistribution. Prenons un cas de figure très simple. On a un pays qui voit son revenu par habitant augmenter de 5% sur une année. On peut très schématiquement dire que si l'on veut réduire les inégalités, augmenter plus vite le revenu des personnes pauvres que celui des personnes riches, on va réduire donc la croissance du revenu des riches à 3% au lieu de 5%, pour faire en sorte, et c'est très simplifié, que le revenu des pauvres soit en augmentation de 7% au lieu de 5%. Comme ça, les inégalités se réduisent dans le pays. C'est vraiment une réduction très schématisée. Mathématiquement, c'est d'ailleurs pas tout à fait juste, mais c'est pour donner une idée d'ensemble. Si maintenant on a une croissance globale dans le pays qui est à 0%, si on veut réduire les inégalités, donc que les revenus des plus riches augmentent moins vite que n'augmentent les revenus des plus pauvres, eh ben, mathématiquement, le seul moyen d'y arriver, si on veut que les pauvres voient leurs revenus augmenter, vu qu'il n'y a pas de croissance au global, c'est que les plus riches, ou du moins la moitié la plus riche de la population, voient globalement ses revenus diminuer. Diminuer de façon absolue, et pas même augmenter moins vite, mais vraiment diminuer. Et ça, personne n'a envie de voir ses revenus diminuer. Alors on peut toujours faire la morale aux plus riches en disant qu'après tout ils devraient accepter la baisse de leurs revenus parce qu'ils sont déjà riches, mais en fait faire la morale, ça n'a pas une grande efficacité politiquement parlant. D'autant plus que
on va voir que les plus riches ne sont pas forcément ceux qui seraient affectés par la baisse de leurs revenus, tout simplement parce qu'ils auraient les moyens de faire de l'évasion fiscale, mais en fait, ce seraient surtout les classes moyennes, voire les classes moyennes aisées. Donc les gens qui sont un peu au-dessus de la moyenne, qui risqueraient de faire les frais d'une politique de redistribution où ils deviendraient plus pauvres dans l'absolu. Et ça, politiquement, ça serait très difficile à faire passer. Une absence de croissance signifie aussi une crispation plus forte des situations sociales. Là encore, pour prendre un exemple simple, pensez au jeu des chaises musicales. Celui qui quitte sa chaise, dans un jeu où il n'y a pas de nouvelles chaises qui apparaissent, et où on en retire une à chaque tour, eh bien, cette personne qui quitte sa chaise, elle risque de ne pas retrouver de chaise. Donc, quand on n'est pas sûr de retrouver un emploi, on ne le quitte pas, surtout si on apprend que, en même temps qu'on a quitté son emploi, eh bien, il y avait des plans de licenciement ou une augmentation du chômage. Parce que dans ce cas-là, on risque de ne pas retrouver d'emploi et de rester au chômage longtemps. Ceux qui ont déjà un emploi, ceux qui ont de l'épargne et des compétences vont chercher à devenir plus productifs pour devenir indispensables à leur employeur et difficiles à licencier. Ceux qui, à l'inverse, par accident ou par disparition de secteurs entiers de l'économie, dans l'industrie par exemple, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, eh bien ces gens-là qui perdent leur emploi auront peu d'opportunités pour en retrouver. Ils auront peu d'arguments pour candidater et pour négocier leur salaire. Autrement dit, ces personnes-là deviennent plus précaires. En France, les travailleurs qui ont un emploi sont très productifs. Ils le sont quasiment autant qu'en Suisse et un peu plus qu'en Allemagne, si on raisonne vraiment en productivité par tête, par revenu généré par chaque personne employée pour l'économie. Mais en France ou en Italie, il y a moins de personnes employées en proportion de la population par rapport à d'autres pays européens, comme la Suisse par exemple que j'ai cité. Et au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la croissance nulle, ce qui est par exemple la situation de l'Italie depuis 10 ans, et aussi la situation où la France arrive, en fait même où on peut dire qu'elle est arrivée depuis quelques années, eh bien il y a de moins en moins d'opportunités pour retrouver des revenus et un emploi, donc on arrive dans la situation de hausse de la précarité et de crispation sociale que je viens de décrire. Cette situation peut mener, politiquement, à une remise en cause des organisations dites représentatives, comme les partis politiques. En Italie, on a vu l'émergence d'un nouveau parti comme le mouvement 5 étoiles, depuis le début des années 2010. En France, les familles politiques ne s'effondrent pas aussi vite qu'en Italie. Par exemple, en Italie, dans les années 90, le Parti communiste et la démocratie chrétienne, qui étaient des grands partis politiques de la scène politique depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien ces deux grands partis se sont effondrés dans les années 90. En France, jusqu'à 2017, les partis politiques ne s'effondraient pas aussi rapidement. Puis, donc en 2017, on a vu, lors de l'élection présidentielle, le Parti socialiste et plus relativement les Républicains, LR donc, qui se sont écroulés. Ces deux grands partis politiques, enfin grands par leurs scores électoraux, jusqu'aux années 2010, n'arrive plus au second tour de la présidentielle en 2017. Et Emmanuel Macron, donc, se fait élire face à la candidate plutôt du Front National qui n'avait de toute façon aucune chance. Et les syndicats, eux, ne se portent pas beaucoup mieux en France. Ils n'ont plus remporté de victoire dans un affrontement face au gouvernement depuis 1995. Du moins si on met de côté le cas de l'année 2006 où il y a eu donc le contrat première embauche qui avait été retiré par le gouvernement de Villepin, tout simplement parce que la droite au pouvoir ne tenait pas tellement à ce contrat première embauche. Mais les syndicats, eux, globalement, n'arrivent plus à traduire la colère sociale, et ils n'arrivent plus à la transformer en victoire face au gouvernement. Les syndicats sont surtout implantés aujourd'hui dans le secteur public, dans les grandes entreprises et dans les grandes métropoles. En 2018 et 2019, on a vu apparaître le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement rural, donc qui ensuite s'est manifesté de plus en plus à Paris, dans les grandes métropoles, mais c'est un mouvement des départements ruraux. Ce mouvement des Gilets jaunes est une des conséquences en quelque sorte, de la perte d'efficacité des syndicats. Il n'est pas aussi structuré que les syndicats, et donc a priori il a mobilisé moins de monde dans les rues que les défilés du 1er mai auxquels on était habitué. Mais il a recueilli la sympathie de la majorité de la population en France. Il a rencontré aussi davantage de circonspection de la part des partis politiques, et plus encore du pouvoir. Ensuite, il a même rencontré du mépris puis de la violence répressive de la part du gouvernement. Et le gouvernement agit ainsi parce qu'il a affaire à un adversaire qu'il ne connaît pas, avec lequel il ne veut pas réellement négocier, et donc le gouvernement s'autorise plus facilement le recours à la violence. Et ça ne va pas s'arrêter ici, car, faute de croissance, il est difficile d'augmenter dans l'ensemble les dépenses publiques et sociales, donc pour satisfaire les revendications des Français qui s'expriment par des mouvements comme celui des Gilets jaunes, il est difficile d'augmenter dans l'ensemble les dépenses publiques sans réduire les revenus nets après impôts et cotisations, donc les salaires nets des contribuables, des travailleurs, des salariés. Donc par exemple, si vous vouliez créer un revenu de base, comme on en a parlé en 2017,
pour fournir à tous un bouclier social contre la précarité. Eh bien, pour pouvoir le financer, dans un pays qui a déjà beaucoup de dépenses publiques comme la France, eh bien, il faudrait diminuer d'autres budgets publics, d'autres dépenses publiques. Donc, si on voulait faire plus de redistribution, il faudrait avoir soit moins de fonctionnaires, soit moins de retraites, soit moins de remboursement de médicaments. Bref, il y aurait toujours des choix difficiles à opérer. Il est devenu très courant, à côté de cela, de parler des dizaines de milliards d'euros donc de fraude ou d'évasion fiscale. Donc il y a une différence entre l'évasion et la fraude fiscale, c'est que l'évasion n'est pas forcément illégale, contrairement à la fraude. Cependant, même si on parle de ce phénomène massif, donc de l'évasion ou de la fraude fiscale, en France, depuis 10 ans et plus, il y a eu aussi une montée des recettes et des prélèvements publics. S'il y a davantage de fuites des revenus hors du circuit des impôts, des taxes et des cotisations, c'est aussi parce qu'il y a un système fiscal de plus en plus complexe et lourd. Et l'État et la protection sociale ne sont pas forcément à blâmer pour cette hausse des prélèvements, car la population vieillit, donc il faut objectivement financer plus de retraites, de soins, d'auxiliaires de vie, de dépendance, etc., etc. En bref, donc on a un système où tout n'est pas de la faute de l'État et de la protection sociale, de la Sécu, tout n'est pas de la faute du système fiscal, et inévitablement, quand on a un système de plus en plus lourd, il va y avoir des gens qui vont pratiquer l'évasion fiscale et des gens qui vont, parmi les classes moyennes ou les classes populaires, se sentir de plus en plus écrasés d'impôts et qui, eux, ne peuvent pas se soustraire à l'impôt. En clair, nous sommes pris dans un mécanisme général de croissance zéro des revenus, de montée en parallèle des besoins sociaux, induite par le vieillissement et donc toutes les dépenses que cela occasionne, et en plus de ça, nous avons une montée de l'évasion fiscale face à des États dont les systèmes fiscaux sont de plus en plus complexes. Et il n'y a sans doute pas de solution simple à cela, d'autant plus qu'il y a aussi une question de souveraineté et de différence entre les nations. En effet, ce qu'on appelle la justice sociale ne sera pas perçu de la même manière d'un pays à l'autre. Et en plus, qui dit agir contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, dit qu'il faut avoir des frontières et la possibilité de contrôler les capitaux. Soit on gère ça à l'échelle européenne, et comme j'ai dit que la notion de justice sociale n'est pas la même d'un pays à un autre, il sera très difficile d'arriver à un compromis et un consensus sur cette question fiscale et sociale, soit alors il faudra revenir à une gestion des questions fiscales, des flux de capitaux et de redistribution à l'échelle de l'État-nation. Voilà, c'est donc ici que je vais clore ce sujet donc de la montée de la précarité et de la tension sociale suite à la baisse de la croissance. Et par la même occasion, je vais clore cette série de vidéos, donc sur les problèmes politiques de la France en 2019. Mon but par cette série, c'était de relancer la chaîne. Et si je relance cette chaîne, c'est pas pour avoir le maximum de vues et d'abonnés, j'aurais peut-être fait quelque chose de plus flashy, de plus sexy et de plus simple. Mon but, en fait, c'est surtout d'interagir avec des gens qui veulent discuter de problèmes politiques, mais aussi agir concrètement. Je précise que j'habite en Île-de-France, et s'il y a des gens qui souhaitent donc se rencontrer pour agir, pour parler d'actions et de discussions concrètes, eh bien, je répète que je propose une action pacifique et légale, et que si ça vous intéresse, il suffit de prendre contact avec moi via cette chaîne, et par exemple, de le faire par l'adresse mail que je donne ici et sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.